Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Jean-Noël Guérini quitte le Parti Socialiste. Le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, plusieurs fois mis en examen, a décidé de claquer la porte du PS. Il s'explique dans un communiqué publié sur son blog. Le Marrakech va enfin pouvoir quitter le port de Sète. Ce ferry marocain saisi par les autorités françaises était bloqué depuis 2 ans et demi. Il a été racheté aujourd'hui. Et puis les supporters de l'OM sont en rogne. Alors pourquoi ne pas en faire les actionnaires du club? En Espagne, on appelle ça des socios et l'idée fait son chemin à Marseille. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, la terre a tremblé dans le sud de la France ce soir. Un séisme de magnitude 5 a été mesuré aux abords de Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence. Un tremblement de terre qui a été ressenti jusque dans les Bouches-du-Rhône et notamment à Aix-en-Provence et Marseille. Pour l'instant, on ignore si ces secousses ont provoqué des dégâts. On y reviendra bien évidemment dès qu'on aura de plus amples informations. Autre séisme, il est politique celui-ci. Jean-Noël Guérini a décidé de quitter le Parti Socialiste. Le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, plusieurs fois mis en examen, claque donc la porte du PS alors que certains réclamaient son exclusion. Jean-Noël Guérini et les explications de Franck Chassagnan. La nouvelle est tombée soudainement par le biais d'un communiqué sur le blog de Jean-Noël Guérini. À la tête du Conseil Général, je me bats avec fierté pour les habitants des Bouches-du-Rhône depuis de nombreuses années. Désormais, je le ferai en quittant le Parti Socialiste, au sein duquel je milite depuis 1967. Jean-Noël Guérini se dit lassé des attaques dont il est victime, des attaques qui viendraient principalement de la direction nationale du parti et de certains élus socialistes locaux. Ils n'ont eu de cesse d'instrumentaliser une interminable instruction judiciaire qui, certes, me vaut d'être mise en examen, mais dans laquelle je n'ai pas été jugé. Le président du Conseil Général s'en prend particulièrement à Patrick Minucci qui, lors de la campagne des municipales, a une nouvelle fois demandé son exclusion du Parti Socialiste. Je le dis fortement et fermement, j'en ai assez d'être montré du doigt et d'être pris pour cible par des irresponsables, incapables de parler au peuple de Marseille et dont l'aveuglement a permis de faire élire un maire Front National dans le 7e secteur de la ville peuplé de 150 000 habitants. Jean-Noël Guérini attaque aussi le gouvernement qui, selon lui, déçoit ses électeurs. Il conclut sans donner de précision sur la formation politique qu'il pourrait rejoindre. Je reste au service des habitants de ce département en étant aux côtés de celles et ceux pour qui respect et fraternité ne sont pas des mots vides de sens. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Richard Guévontian, politologue, vice-président de l'université Aix-Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les alternatives pour Jean-Noël Guérini à présent? Est-ce qu'il peut rejoindre un autre parti? Pour l'instant, c'est assez incertain. Bon, il avait soutenu le PRG, le Parti radical de gauche, lors des élections municipales dernières, sans pour autant d'ailleurs apparaître de manière très visible. Pour l'instant, il est en jachère, si je puis dire. Il a quitté le Parti socialiste, mais il ne donne aucune indication sur le parti qui pourrait l'accueillir. Dans la situation actuelle, c'est quand même une position très incertaine. Est-ce que ça va changer quelque chose au fonctionnement du Conseil Général? En gros, que vont faire les élus socialistes? Alors ça, c'est la grande question, puisqu'évidemment, parmi les anti-guérinistes qui s'étaient prononcés lors de la municipale, je pense à Patrick Minucci, Madame Carlotti, etc., il y a effectivement des conseillers généraux qui avaient été élus dans PS sous l'égide de Guérini, M. Guérini, qui aujourd'hui vont se retrouver face à une situation particulière. Est-ce qu'ils vont suivre le président du Conseil Général? Est-ce qu'ils vont faire une opposition au président? Est-ce qu'ils vont faire un clash? Tout ça est encore tout à fait incertain dans la situation que nous connaissons ce soir. Donc on ne connaît d'ailleurs pas grand-chose à part le communiqué, je crois, sur le blog de M. Guérini. Merci Richard Guévontian. Je rappelle que vous êtes politologue et vice-président de l'université Aix-Marseille. Merci donc pour ces précisions que vous avez apportées. Au chapitre politique toujours, Guy Tessier a été largement élu à la tête de Marseille-Provence Métropole ce matin. Une formalité pour le candidat UMP qui a pu compter sur la large majorité de droite issue des dernières élections municipales. Guy Tessier prend donc les rênes de la communauté urbaine de Marseille qui dans quelques mois deviendra la métropole. On l'écoute au micro de Marguerite Kioch. Là, le
C'est bon, donc ça prouve qu'il y a une forte volonté de m'entourer, de bien faire et de m'accompagner dans cette... je ne dirais pas que c'est une autoroute qu'on va emprunter, c'est plutôt une jolie piste, mais où beaucoup reste à faire et beaucoup reste à défricher aussi. Dans le reste de l'actualité, de la colère et de l'inquiétude pour les parents d'élèves du lycée Elsa Triolet dans le 15e arrondissement. Vendredi dernier, une élève de 11 ans a été menacée avec un couteau. Mais plus généralement, c'est l'ambiance dans cet établissement réputé tranquille qui pose problème. Sidonie Caneto. Une fillette de 11 ans en classe de 6e menacée à l'arme blanche par un autre élève au sein même du collège Elsa Triolet. Cela s'est passé vendredi et depuis, l'établissement est en émoi. Nous, on était là ce matin très tôt, donc on a pu rassurer certains parents. Et le principal aussi a reçu certains parents qui le souhaitaient, donc ils sont partis rassurés. Un supposé trafic stupéfiant est aussi évoqué par la presse dans cet établissement de moins de 400 élèves. Nous n'avons pas, à notre connaissance, d'écho de difficultés particulières, de difficultés spécifiques. S'agissant d'un éventuel trafic, je dois dire que les établissements qui accueillent le public les plus favorisés sont sans doute les cibles privilégiées de la part des trafiquants qui recherchent plutôt un public qui a de l'argent de poche. Quoi qu'il en soit, le collégien mis en cause a été suspendu à titre conservatoire et doit passer ce soir en conseil de discipline. L'exclusion définitive de l'élève est possible. Autre titre ce soir avec le Marrakech qui a été cédé à la société marocaine Prodomo. Ce ferry amarré au port de Sète depuis décembre 2011 a été vendu aux enchères aujourd'hui au tribunal de Montpellier. Il y a 2 ans et demi, le Marrakech et le Biladi avaient été saisis par les autorités françaises à cause de dettes accumulées par l'armateur marocain, la Comanav. Reportage. C'est donc la fin de l'épisode Marrakech. Ce ferry stationné au port de Sète depuis plus de 2 ans et saisie par la justice. Même si, jusqu'au dernier moment, cette vente aurait pu être annulée. Abdelmoula, qui est l'armateur, a contacté des avocats pour venir bloquer la vente aujourd'hui. Et les confrères ont refusé au motif que l'affaire était mauvaise, enfin elle était sans issue. Son propriétaire, un armateur marocain, avait accumulé des dettes de plusieurs millions d'euros auprès de plusieurs créanciers, et notamment le port de Sète. Aujourd'hui, le bateau a finalement été vendu pour 1 240 000 euros. C'est presque inespéré parce que nous avions mis en vente à 800 000 euros en ne pensant peut-être pas que ça dépasserait ce prix-là. Et finalement, vous avez vu, il y a eu plusieurs enchérisseurs et les enchères sont montées jusqu'à 1 240 000 euros, ce qui est un prix intéressant puisque ça va permettre de payer beaucoup de créanciers. Et parmi les créanciers, il y a l'équipage. Une grande partie avait résidé pendant des mois dans le Marrakech, le Biladi et le Bninsar, tous les 3 propriétés du même armateur et tous les 3 bloqués à Sète, sans vivre ni salaire. Une grande partie du personnel est rentrée au Maroc sans intenter d'action en justice. Ceux qui sont restés seront indemnisés, sans l'assurance d'être repris. Là, le Marrakech, c'est une société marocaine que je ne connais pas, qui a acheté le navire. Alors, si c'est une société marocaine, il semblerait qu'il y ait un avenir pour le bateau. Alors, lequel, je ne peux pas m'avancer. Une société italienne assure désormais la liaison Sète-Tanger. Le Bninsar, lui, attend toujours qu'on daigne s'occuper de son cas. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé en images. Coup de théâtre dans le procès de Maurice Agnelet. Dans sa déposition, Guillaume Agnelet affirme que son père lui a confié des détails du meurtre d'Agnès Leroux. Un mandat de dépôt a été ordonné pour prévenir tout risque de fuite ou de pression sur les témoins. Maurice Agnelet comparé depuis le 17 mars pour le meurtre de sa maîtresse en 1977. L'UDI Modem a lancé hier soir sa campagne pour les élections européennes du 25 mai. Dans sa ligne de mire, les europhobes et le tandem Mélenchon-Le Pen. Le lancement a été marqué par le retrait du président de l'UDI, Jean-Louis Borloo, pour des problèmes de santé. Pour l'heure, aucun candidat à la succession n'est encore connu. Le départ de Jean-Louis Borloo a suscité de nombreuses réactions dans le monde politique. Ramayad, vice-présidente de l'UDI, veut continuer l'œuvre de Jean-Louis Borloo. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a estimé que le pays a encore besoin de lui.
La fusion numéricable SFR devrait être achevée à la fin de l'année 2014 ou au début 2015. Le nouveau groupe issu de la fusion conservera le nom de SFR. Vivendi a vendu l'opérateur samedi dernier à Numéricable, qui a fait une offre estimée à plus de 17 milliards d'euros. À Marseille, on le sait, les supporters sont exaspérés. Ils ont encore conspué leur équipe et ses dirigeants vendredi dernier. Ce club, c'est un peu leur club. Alors pourquoi ne pas aller plus loin en faisant des supporters les actionnaires de l'Olympique de Marseille? C'est ce qui se fait en Espagne, à Barcelone ou à Madrid avec les fameux socios. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle séduit de plus en plus de Marseillais. Reportage Sidonie Caneto. Moins de 1400 signatures, la pétition est lancée sur le net depuis quelques jours et regroupe des signataires des 4 coins de France. L'idée, regrouper les amoureux de l'OM du monde entier, déçus des résultats de l'équipe, mais aussi déçus par la gestion du club, par la direction. Un projet maintes fois évoqué, écrit, proposé, qui n'a jamais eu de suite. Et je sais pertinemment qu'une pétition, ça sert à rien. C'est un exutoire. Les gens signent, après on dit oh, j'ai récupéré 100 000 signatures et tout. Mais je sais pertinemment que ça ne sert absolument à rien. Mais ça donne un aperçu un petit peu du mécontentement. Être actionnaire décideur dans son club de cœur, un vieux serpent de mer qui ressurgit à l'OM chaque fois que les résultats sont en berne. Par ailleurs, ce système présente de sérieuses failles. L'exemple de Barcelone en est la preuve. Gérer un club de foot, il y a des aspects à rendre les choses trop transparentes. Malheureusement, on se rend dans une position de vulnérabilité par rapport aux autres clubs qui eux ne le sont pas et qui peuvent garder un certain système, notamment pour les transferts un peu plus opaques. Et c'est vrai que là, ça serait un problème en termes de compétitivité. Du côté de la direction de l'OM, silence, personne pour infirmer ou confirmer si cette piste est envisageable. Les groupes de supporters ne sont pas bien plus loquaces, preuve d'une certaine lassitude de ressasser toujours les mêmes légendes. On termine avec l'inauguration de la fondation Van Gogh. C'était aujourd'hui à Arles. Le peintre y a séjourné pendant 1 an. Il y a le fameux autoportrait de l'oreille bandée qu'il a peint à Arles. Il était donc logique que la ville possède désormais un lieu entièrement dédié à Van Gogh. Il s'agit de l'ancien bâtiment de la Banque de France réaménagé grâce à des mécènes privés. Toute l'année, la fondation accueillera 5 ou 6 tableaux du maître accompagnés d'œuvres d'artistes contemporains qui s'inspirent de Van Gogh. On écoute la directrice de la fondation au micro d'Hervé Godard. En 88, on a envisagé cet 100e anniversaire de la venue de Van Gogh à Arles et c'est clair, elle a voulu faire quelque chose parce qu'il n'y avait pas de vraie œuvre de Van Gogh à Arles où Van Gogh, ce peintre extraordinaire, a créé ses plus importantes toiles en 15 mois.